Donc c'est quand même un stage d'enduit décoratif, de finition. Et je vous propose de faire un peu ma recette personnelle parce qu'on peut faire plein de manières différentes. Une choucroute, on peut la faire soi-même de mille manières, voilà. Et donc moi, je vais vous donner mes trucs à moi, mes recettes à moi, et d'une manière pratique. On va essayer d'éviter un peu la théorie, il y aura 2-3 petites choses quand même. Mais quelles sont vos attentes déjà? Qu'est-ce que vous souhaiteriez déjà? Moi justement, je viens en ambassadrice pour ma fille, donc ils sont en train de poser du fermacell, et donc on a à savoir est-ce qu'on peut le mettre directement sur le fermacell, est-ce qu'il y a une surcouche et est-ce qu'il y a une finition? Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 Oui, on va voir ça. 3 étapes ou pas? Oui, voilà, très bien. Comme ça fait comment faire? D'accord, très bien. Nous, on a des envies en fait à faire à différents endroits de la maison, notamment les pourtours de fenêtres, et on envisage de le faire en la chaux. Donc enduit et peinture. Enduit et peinture. Là, on va faire un enduit de finition. Donc, parce que là, vous parlez d'enduit, de réagréer le mur, c'est-à-dire déjà ça, c'est pas trop l'objet de ce stage-là, mais on peut l'évoquer. C'est un peu la même composition, on va dire, à peu près la même. Mais c'est pas l'objet du stage. Ce sera plus la finition. Finition en enduit, par exemple stuqué ou parce qu'un enduit de bâche, c'est assez facile quelque part à faire. Et après, on peut aller plus loin. Je peux vous proposer de voir ensemble les stucs. Les stucs à la chaux. Vous êtes ensemble. Donc, moi j'ai du badigeon, mais qui farine, donc je veux le recouvrir avec un petit stuc. Un petit stuc, ouais. Donc il faudrait déjà enlever le farinage, déjà nettoyer, lessiver, que le support tienne. Qu'est-ce que vous avez en dessous du badigeon? Qu'est-ce que vous avez? Du fermacell. Et vous voyez le fermacell un peu? Non, parce qu'il y a au moins 6 couches de badigeon. Ok, ouais. Ok. Là, il faut... Il tient, mais il farine, on se frotte. Ah oui. Donc là, ça veut dire qu'il a été... Il faisait peut-être trop chaud quand les personnes l'ont appliqué. Et donc, voilà. Pardon? C'est moi qui l'ai fait. D'accord, bon, voilà, il faisait peut-être... Pas spécialement, mais bon, on n'a pas réussi à le faire. Il faut peut-être qu'il n'y avait pas assez de chaud. Ou alors, s'il y avait trop de pigments, il fallait rajouter un fixateur. Pas de pigment. Il peut y avoir plusieurs raisons pour le farinage. Donc il faut enlever le farinage et puis après on repart sur un support. Mais il est lisse là maintenant. Le support est lisse. Un badigeon c'est assez lisse. Ouais. C'était un badigeon un petit peu épais, mais disons que c'est relativement lisse. Ils sont assez lisses. Ok, on va voir ça. Et vous? J'ai une grosse rénovation et je suis en train de refaire tout mon logement et je voulais essayer de... J'étais très intéressée par les enduits, mais malheureusement c'est que du placo. Donc je voulais surtout éviter le farinage et j'aimerais que ça... J'ai vu que les enduits fins à 1 mm, c'est ce qui m'intéressait le plus. Oui, normalement c'est ce qu'on va voir. Le farinage c'est plus effectivement quand on a des badigeons. Voilà, le farinage... Je ne savais pas si je prenais un badigeon ou si j'étais sur un... Et après, le rendu est quand même différent entre un badigeon et un enduit. J'aime pas trop les traces en fait, comme ça, je prends l'aspect un peu mat et puis en même temps une belle matière, mais sans que ce soit pas non plus pas trop évident. Oui, on voit les marques de pinceau, c'est jamais très joli de voir les marques de pinceau. Ouais. Oui. Oui. Et pour l'instant, je voulais vraiment du blanc, donc c'est vrai que je suis intéressée par une recette qui, au moins, vu qu'on a beaucoup d'investissements, je ne voulais pas me tromper et recommencer. Donc avoir une recette où je suis sûre que ça... Ok. Bon, on va voir ça. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Oui. Simplement sur quel support on peut mettre ces badigeons, tout ça? Alors, sur d'anciennes peintures ou pas? Il faut que les supports soient déjà plus farineux, pas trop humides, enfin plus de sale, tous les désordres, il faut réparer ça, parce que sinon, de toute manière, ça sera du cache-misère et puis ça ne tiendra pas.
Donc, toute finition, hein, que ce soit les enduits à la chaux ou une peinture, n'importe quoi, il faut que les supports soient sains. Si c'est une peinture, une ancienne peinture. Alors, si elle écaille, il faut... Non, elle écaille pas. Alors, si elle tient, cette peinture-là, ça va. Est-ce qu'elle est brillante, mate? Elle est mate, ok. Il faut que le support, pour faire un enduit, il faut que le support soit quand même un petit peu granuleux. S'il est trop lisse, l'enduit ne tiendra pas, l'enduit à la chaux. Il faut qu'il y ait... techniquement une fixation technique qui soit un peu comme ici, une peinture ou un enduit déjà à la base un peu poreux avec une granulométrie quand même. Et ensuite il faut que dans l'enduit il soit composé d'un liant qui tienne. Et donc là le liant c'est la chaux, donc normalement ça suffit. Sauf des fois, certaines exceptions, il faut rajouter un petit fixateur supplémentaire pour que ça tienne un petit peu mieux en fonction du support, de pas mal d'éléments, on va voir ça ensemble. Mais effectivement, si vous avez des supports lisses, il faut déjà une couche d'accroche qui soit comme ici, avec une granulométrie, c'est-à-dire du sable à l'intérieur. On peut le faire soi-même avec un liant acrylique et du sable, ou on peut l'acheter déjà toute faite. Vous appliquez ça au rouleau ou au pinceau, mais si on a des grandes surfaces, on applique ça au rouleau. Attendre que ça sèche et ensuite on a un support qui est... Et sur une surface lisse mais extrêmement poreuse, du style du plâtre par exemple? Alors sur du plâtre, la chaux ne va pas. On peut pas... Ça va pas, il faudrait mettre une sous-couche. De toute manière, il faut unifier. Il faut que le support soit granuleux déjà. Et ensuite, il faut qu'il soit régulier, c'est-à-dire il faut unifier le support. Si vous avez par exemple des saignées d'électricité qui ont été faites, l'enduit à la chaux, si vous n'unifiez pas le support, on va le voir en transparence. C'est-à-dire qu'on verra toutes les imperfections. Donc il faut ragréer le mur, que ce soit bien réagréé, et unifier le support. Dans certains cas, c'est bien de mettre une couche de peinture acrylique. Ça bloque le fond et il n'y a plus ces différences de matériaux qui peut ressortir après. Oui, donc vous avez du placo, vous avez les bandes, il faut mettre une couche d'impression, surtout partout. Couche d'impression pour unifier, sinon on verra les bandes qui vont réapparaître. Même un enduit fin à la chaux ici. Hein. Si vous prenez un enduit synthétique, là il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez un enduit à base de chaux avec le velouté et puis le charme de la chaux, enfin le rendu de la chaux, que ce soit aussi un produit naturel, c'est ce qu'on va voir, il faut unifier quand même le support. Il faut qu'il soit régulier et unifié. Ça, c'est la base. Conserver une cloison ou un mur respirant. Oui. Parce qu'on fait, on ne fait pas d'acrylique. Oui, dans ce cas, vous avez des produits naturels déjà faits que vous pouvez utiliser. Ça, c'est le mieux. C'est quoi alors les produits naturels? Il y a plusieurs. Moi, je me fournis sur Valence un produit qui me va très bien. Vous pouvez trouver plein de produits. C'est quel genre de produit? Quel type de produit? C'est un liant, en fait, granuleux, que vous appliquez au rouleau. Pardon? On sait ce qu'il y a dedans? Oui, vous regardez les compositions. Par exemple, à la marchande de couleurs, je sais que c'est un produit entièrement naturel. Et puis la granulométrie convient bien aux différents enduits que je fais. Là, celui-ci, il faut rajouter un petit peu de silice ou un petit peu de sable. Il n'est pas assez riche en sable. Bon, voilà. Voilà. Mais du coup, pour faire cette couche d'accroche, de ragréage et d'unification du support, est-ce qu'il est possible de le faire en chaux sable? Faire un enduit fin avec du sable fin? C'est plus simple de prendre... Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Là, c'est plus simple de prendre une couche d'accroche quand même. C'est quand même plus simple. On peut le... Il faudrait faire, si on part comme ça, il faudrait plutôt faire un badigeon, une peinture à la chaux avec du sable dedans. Une peinture à la chaux avec du sable dedans.
Ça, oui. Il faut que le support, il soit... Qu'est-ce que vous avez comme support? J'ai une partie du plâtre, une partie de la brique et une partie, j'aurai de la chaux, un enduit chaud. Il faut quand même bloquer le fond. Il faut quand même unifier tout ça. Vous allez le voir, même si vous mettez... Il faut mettre une couche d'accroche comme ça. Parce que sinon, vous allez voir les différences de matériaux qui vont réapparaître. Donc, il faut une couche d'accroche. Là, on va voir, une fois qu'on a une couche d'accroche, comment, c'est déjà un peu technique, comment on peut appliquer un enduit naturel à la chaux pour qu'il tienne, pour qu'il soit esthétique, pour qu'il soit joli, hein, et puis aussi qu'il tienne. Voilà. Donc, sur un support ouvert, on n'a pas besoin de mettre de produits particuliers dans l'enduit. La chaux suffit avec la poudre de marbre. Je vais faire les mélanges, je vais vous montrer un petit peu déjà. Support ouvert, c'est-à-dire c'est un support déjà respirant. Le placo, c'est un support fermé, le fermacelle aussi. Voilà, en gros, le plâtre, oui, c'est un support fermé. En plus, là, il faut protéger de la chaux, c'est pas trop compatible. Et sinon, voilà, à peu près. Et les autres supports, si vous avez des produits naturels, grosso modo, la brique, tout ça, c'est des supports ouverts. Là, il faut tout simplement, avant d'appliquer l'enduit, humidifier le support. La veille, à reflux, il faut qu'il soit bien trempé. Et le lendemain, vous pouvez appliquer l'enduit à la chaux. Alors pour la sous-couche, il faut que tout simplement le support soit quand même granuleux. Si vous avez de la brique et par-dessus il y a eu un gopti ou il y a eu un enduit déjà de ragréage à la base de chaux, il n'y a pas besoin de sous-couche. S'il y a déjà un enduit granuleux. Il faut que le support soit humide pour que l'enduit de finition ne sèche pas trop vite. Sinon ça va craquer, il va pas tenir. Parce qu'il a besoin de sécher quand même doucement et donc il faut que le support soit quand même humide. Si j'ai une sous-couche donc avec mon placo, j'ai pas besoin de humidifier Non. Alors, juste avant de poser. Voilà. Si maintenant on a un support fermé puis on a la sous-couche granuleuse, enfin la sous-couche qui est mise, il n'y a pas besoin d'humidifier le support. Dans ce cas, l'enduit, il sera peut-être un tout petit peu plus pas liquide, mais un petit peu moins dense que si le support était ouvert avec déjà mouillé à reflux. Voilà. Alors, le jour même, il faut l'humidifier la veille, et ensuite, le jour même, il faut voir s'il est quand même encore suffisamment humide. Si c'est en été, par exemple, que vous faites vos enduits et qu'il a un peu trop sec, il faut quand même qu'il soit un petit peu humide, mais pas ruisselant. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui coule. Enfin, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu le type de finition qu'on peut avoir, ce qu'on va voir là aujourd'hui. J'ai fait des échantillons. Je vais vous faire passer les planches. Il y en a recto verso. Alors, moi, si c'est des grands murs, j'utilise le pulvérisateur de jardin. Voilà. Ou alors le petit à main. Ça dépend de la taille du mur. Ça peut être aussi à la brosse à badigeon, ou alors les brosses à encoller, là. Voilà. Oui. Voilà. C'est très lisse. Alors, c'est des stucs, oui. C'est très lisse. Ouais. C'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer. Et du coup, c'est possible d'utiliser même en zone humide, en salle de bain, hein? Oui. C'est ce que je fais, oui. Ça remplace le carrelage. Mais alors dans une douche, bon, alors après dans une douche c'est un peu particulier, c'est un peu trop. Mais au-dessus d'un lavabo, à côté d'une baignoire où c'est pas non plus trop, où il y a des éclaboussures, hein, ça c'est. Alors de l'autre côté c'est pas fini. Hein. Voilà, il faut que je fasse. C'est la couche d'accroche. D'accord. Voilà pour. Ça soit drôlement granuleux. Hein. Oui. Oui. Vous pouvez faire aussi des décors comme ça. Oui.
Moi j'ai des tampons que j'ai ramenés d'Inde et puis j'utilise des tampons. Mais Ça met combien de temps à sécher après? Ça met plusieurs heures après? bah, ça dépend parce que là par exemple cet après-midi comme il fait humide, le petit échantillon que j'ai fait il ne séchait pas. Voilà. Après en été ça sèche plus rapidement. Voilà, ça. Et donc ça laisse le temps aussi de faire les dessins si jamais quoi, on a quelques heures. Un des dessins Si jamais on veut faire des Si dessins. on, par justement. exemple, à fresco? ouais, les fresques, on va graver un petit peu. Oui, alors gravé comme ça, gravage, oui. Oui, là il faut effectivement, quand il est encore un peu frais, oui. Mais le gravé, ça va un petit peu... Les tampons, ça imprime. Et si vous gravez, ça va écailler un petit peu quand même. Ouais. Ah, du coup ça c'est doit une accroche de couleur ou pas? Ou non, où le support était déjà d'une couleur. Voilà. Le support était déjà d'une Et couleur. donc ce type de sous-couche d'accroche serait susceptible de fonctionner sur du plâtre alors? En mettant Oui. ça, on pourrait Oui, oui, mettre oui. sur la- Oui. Donc sur plâtre, sur briques et donc sur le ciment aussi qui est entre les briques. Là, vaut mieux, non, là, il vaut mieux faire un ragréage quand même. Là, il vaut mieux ragréer votre mur. Si vous avez... Et il faut que le support soit quand même assez régulier. Parce que si vous avez des mouvements comme ça... On a des bosses et des briques qui sont... Ah ouais, non, mais là, il faut ragréer votre mur. Sinon, vous n'avez pas une jolie finition régulière et tout ça. Vous verrez toujours les marques de briques. Avant les chambres, c'était avec le papier peint, donc on en avait un peu d'humidité dans certains coins, on en a enlevé tout le papier peint et maintenant on s'est retrouvé avec la pièce en plâtre poncé. Il faut de toute manière que le travail de préparation, là, on fait un enduit fin. C'est comme de la... Je sais pas... c'est une finition. Si le support à la base n'est pas beau, propre, bien soigné, il faut que le support soit soigné. La finition ne sera jamais soignée. Hein. Ça c'est sûr, hein, dans le détail. Hein. Et on va le voir là pour les enduits, il y a plusieurs couches. On va simplement faire un enduit en 2 couches. On peut faire des enduits avec encore plus de couches. Mais rien que la première couche qui, on s'imagine comme ça, ne va pas se voir, elle réapparaîtra. Et il faut être très soigné aussi dans les différentes couches qu'on fait pour les enduits. Sinon, ça devient brouillon et un petit peu... Et là, vous avez combien d'enduits du coup, sur ce qu'on a vu là? Là, il y a, c'est des exemples d'enduits à 2 couches. Voilà, ça va. 2 couches. Ça fait quelle épaisseur à la fin ça? Là, on a à peu près 2 mm d'épaisseur. Ah, ok. À peu près. Ouais. Donc il y a des proportions quand même à peu près respectées quand même pour ne pas avoir de farinage, de faïençage, que l'accroche se fasse. Quand même des proportions à faire. Alors on va y aller. Donc première couche. Donc on a vu déjà le support. Notre support il est unifié, on a notre petite couche d'accroche et on va faire la première couche. Donc pour la première couche, bon, il faut toujours utiliser des gants parce que la chaux, ça bouffe les doigts. Donc pour la première couche, on va faire avec un enduit d'une granulométrie un peu plus épaisse, un peu plus grosse que la deuxième couche, qui sera plus fine. On prend de la poudre de marbre d'une granulométrie de 0 à 630, une poudre de marbre d'une granulométrie de 0 à 350, de la chaux aérienne idéalement en pâte, parce qu'en pâte elle est quand même de meilleure qualité qu'en poudre. Le glissant est plus... l'enduit est quand même... Le prix revient là, ça... Ouais, c'est un peu plus cher. La chaux en pâte sera un peu plus cher. Mais au début, moi je commençais par la chaux le moins cher. Très vite j'ai compris qu'il fallait de la chaux en pâte, que c'était quand même... de meilleure qualité. Donc chaux en pâte, chaux aérienne en pâte. Vous avez, il y a plusieurs sortes. Elles viennent de différents pays. Celle que j'aime bien, c'est la chaux grecque. Et en plus, plus elle est vieille, de meilleure qualité elle est. C'est comme finalement le vin. Voilà, elle colle mieux, elle est plus... Donc, il n'y a pas de norme comme ça. Hein. De toute manière, là, les enduits qu'on va faire là, il n'y a pas vraiment de norme. Hein. Et puis, il n'y a pas de nuancier non plus. C'est-à-dire que... Oui, parce que les blancs ne sont pas toujours les mêmes. Voilà, les pigments, on va le voir, ils varient, ça baisse en teinte avec la chaux.
moi avec mes 15 ans d'expérience. Et puis en fonction du sable ou de la poudre de marbre que vous utilisez, ça change aussi. Bon voilà. Là je vais vous apprendre une recette. Il y en a 1000 autres, mais on va en voir une. Donc on a vu les poudres de marbre, on a vu la chaux aérienne. Donc moi je prends un petit godet comme ça. Bon, pour faire des grands murs, c'est bien. Là maintenant on va faire un petit échantillon, il n'y a peut-être pas besoin d'autant. On parlera toujours en volume. Oui, en volume. Donc je prends pour la première couche un volume de chaque. Allez, je vais en faire un petit peu. Alors je mets d'abord un peu d'eau, pardon, un petit peu d'eau. L'eau doit représenter combien? Alors, il faut déjà en mettre un tout petit peu, quitte à en rajouter après. Pas trop, hein. Un petit peu d'eau. Il faut soit du savon noir, soit du liquide vaisselle. Le savon noir, c'est un petit peu mieux. Ça va permettre à bien mélanger les différents ingrédients entre eux. Et ces enduits-là, il faut déjà les faire au moins la veille, avant l'application, pour que pendant toute la nuit, tous les ingrédients se mélangent. Voire vous pouvez le faire 2 jours avant, ou 3 jours avant, ou une semaine avant. Moi, j'ai toujours de l'enduit dans un seau fermé, avec un petit peu d'eau par-dessus, ça se conserve, et c'est très bien. Mais il ne faut pas le faire juste avant l'application, il faut au moins le faire à la veille. Quitte à le faire sans couleur et à rajouter après les pigments, éventuellement si vous voulez, et puis à modifier un tout petit peu la composition. Et donc pour le conserver pendant un certain temps, il suffit de le mettre dans un seau hermétiquement fermé, Oui. Sans air. Voilà, là j'ai un exemple, hop, j'ai mis dans un tupperware. C'est un enduit très fin celui-là, j'ai mis de l'eau, je recouvre, et puis dans un an on verra, il faut vérifier qu'il y a encore un petit peu d'eau, et puis on peut le réutiliser. Quitte à le mélanger avec une autre couleur, ou peu importe. Voilà. Donc on a mis un tout petit peu d'eau, un petit peu de savon noir ou du liquide vaisselle. Et ensuite on met donc nos poudres de marbre. Donc un tiers de 630, un tiers de 350, donc c'est une granulométrie un peu plus fine. Et un tiers de chaux. J'ai enlevé l'eau. Et ensuite, on prend un mélangeur. Je pensais qu'il n'y avait pas assez d'eau, mais en fait la consistance est assez bien. Là il est blanc. On a rajouté les ingrédients de base et on peut rajouter quelques adjuvants et puis des pigments, hein, puisque le but c'est d'avoir quand même un enduit coloré, même pour la première couche, parce que même si on met une deuxième couche, la première couche, la couleur va quand même transparaître. Hein. Donc pour accentuer un petit peu l'accroche de l'enduit, surtout si on est sur un support fermé, on rajoute, non mince là je suis dans le talc, on rajoute un fixateur qui est l'acétate de vinyle, c'est un fixateur naturel, et on en rajoute à peu près entre maximum 10%. Donc là il a un petit peu, il a pris un peu l'humidité, mais bon, donc 10%, là je pèse pas, hein, mais à peu près 10%. Associé à la caséine, c'est l'acétate de vinyle, il va l'association caséine à acétate de vinyle va permettre à ce que le fixateur soit un peu plus puissant. Et là, la caséine, on en rajoute maximum 3%. Ensuite, le talc. On peut rajouter en fonction du climat. Et s'il fait très chaud, on peut rajouter un rétenteur d'eau qui est le méthyle de cellulose. Celui-ci, alors ça dépend des différents.
Mais moi, j'en rajoute 10% grand maximum. Vous pouvez prendre de la colle à tapisserie, c'est la même chose. Alors 10%. Bon. Pardon ? Le nom de ce produit? C'est du méthyle de cellulose. Ou de la colle à tapisserie. Voilà. Ensuite. Donc les trois ensemble font le fixateur, c'est ça? Non. Les deux ensemble, c'est-à-dire Ah oui, l'acétate de vinyle et la caséine, c'est un fixateur supplémentaire par rapport à la chaux. Et le méthyle de cellulose, c'est un rétenteur d'eau s'il fait un peu chaud. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. J'en ai mis, mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Et ça dépend aussi, si vous avez des grands murs, il ne faut pas que vous mettez un petit peu de rétenteur d'eau. Voilà. La cire saponifiée, c'est pour la deuxième couche. Ça aussi, on a tous les éléments. Maintenant, plus que les pigments. On mélange un petit peu avant. C'est la bonne. Ouais, je vais rajouter un petit peu d'eau, surtout si on rajoute des pigments. Parce que les pigments, ils vont assécher un petit peu l'enduit. Bon, même là, il faut rajouter un tout petit peu d'eau. Parce que là, c'est pas... Alors, maintenant, il faut très peu. Il faut faire très attention parce qu'un tout petit peu d'eau, ça... Alors, l'eau de chaux que vous avez ici dans la chaux en pâte, il ne faut pas la jeter. Déjà parce que ça permet de conserver la chaux. Et ensuite, quand vous êtes à la fin de du seau, elle est déjà pleine de chaux dedans. Donc, elle a plus de pouvoir fixant que de l'eau que vous rajoutez. Et là, j'en ai déjà mis trop, vu la quantité. Elle a plus de pouvoir fixateur que l'eau du robinet que vous allez prendre. Si vous mettez trop d'eau, il faut rebelote, faire un tiers, enfin voilà. Ou alors prendre un petit peu de chaux en poudre. J'ai toujours un petit peu de chaux en poudre, dans ce cas c'est plus sec, on remet un petit peu de poudre de marbre, encore un petit peu de fixateur, etc. Plus de la chaux en poudre, ça permet de rectifier un peu plus rapidement que... C'est pour ça qu'il faut y aller très doucement quand même avec l'eau. Alors, quand on a des grandes quantités, donc là ça va, mais quand on a des grandes quantités, ne serait-ce que pour faire une pièce, il faut prendre un grand mélangeur. Parce que vous allez mettre, il faut en faire quand même des quantités importantes. Donc on prend un mélangeur. Là, je remets un petit peu d'eau. Tout à l'heure c'était trop liquide, maintenant c'est trop sec. Voilà, là la consistance est pas mal. Alors maintenant ça dépend aussi des pigments qu'on veut rajouter. Si on veut une couleur foncée ou une couleur claire, il faudra peut-être encore tout à l'heure remettre un petit peu d'eau. Mais je vais prendre une spatule pour voir un peu comment ça se passe. Là pour moi la consistance elle est bien. Voilà. Maintenant, on peut prendre, on a mis cette couleur-là, on peut peut-être prendre la terre de sienne. Ah, direct. Donc là, vous ne diluez pas dans de l'eau. Non. Alors, on peut diluer certains pigments qui fusent, mais pour les terres, il n'y a pas besoin. D'accord. Et on arrive à obtenir un mélange assez homogène. Oui. Oui. Par contre, effectivement, il y a certains pigments où il vaut mieux les diluer, même un petit peu, ou même les broyer. Mais là, pour les terres, il n'y a pas besoin. Bon, alors, ça dépend si on veut une couleur soutenue ou pas. Si on veut une couleur soutenue, il faut quand même en mettre. Quand même un petit peu en mettre. Là, il y a un maximum. Grosso modo, il ne faudrait pas dépasser 20 à 25% de pigments. Et là, ça dépend aussi de quel type de pigment. Les pigments naturels, comme les terres, on peut en mettre un petit peu plus que les pigments synthétiques. Vaut mieux que l'enduit soit un petit peu plus sec que trop humide. Il tiendra mieux.
encore un petit peu parce que ça va être un peu dur. S'il fait vraiment très sec, après, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de l'humidifier de temps en temps quand il est durant le séchage pour pas qu'il craquelle justement? Effectivement, quand vous avez des grands murs à faire, déjà il faut commencer, il faut être un petit peu concentré sur ce qu'on fait. On peut commencer en bas à droite ou en bas à gauche. Et il faut essayer d'être, pas forcément de faire d'une manière linéaire comme ça, parce que ça va sécher, donc il faut reprendre, il y aura... Alors, je fais un peu en biais, et puis des fois je suis un peu aux différents endroits, en même temps je rehumidifie un petit peu, et en attendant que ça s'achouille un tout petit peu, je prends de l'autre côté, et après je reviens là où j'étais, il faut être un petit peu partout, hein. Ne pas le laisser tranquille à certains endroits, sinon on verra effectivement différents. Voilà, là elle est un petit peu sèche, mais il vaut mieux qu'elle soit comme ça que trop humide. Oh, elle peut être un petit peu plus humide, hein. Mais ça va bien. On va la laisser comme ça, parce que vu les quantités, j'ai peur qu'après... Voilà, donc là, on a notre première passe qui est faite. Donc on l'a faite la veille, hein, on a dit, ou moins 2 jours avant. Hein. Puis maintenant, on peut l'appliquer. Donc, on peut utiliser ce type d'engin, mais c'est surtout pour la couche, la deuxième couche, la couche de finition. Là, vous voyez aussi que c'est une spatule un petit peu particulière, parce qu'elle est arrondie. Vous utilisez ce type d'outil? Les deux. Hein. Donc ça, pour faire des stucs, c'est important. Il faut ce type d'outil. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si vous prenez des truelles basiques. Hein. Il faut faire attention. Donc ça arrondit de ce côté, puis c'est aussi biseauté ici. Et c'est très tranchant ici. Hein. Et plus vous l'utilisez, plus ça sera comme une lame de rasoir. Et si vous la laissez tomber et puis qu'il y a un petit pet, c'est fini, il faut la changer. Et puis bon, voilà, c'est un peu dommage, il faut faire un petit peu attention. Voilà. Là, vous voyez la couleur. Une fois qu'elle sera sèche, la couleur, ça vous l'avez déjà expérimenté, ça s'éclaircit énormément. C'est-à-dire que là, il y a au moins 50% de la couleur au niveau du séchage qui va tomber. C'est en fonction aussi des pigments qu'on utilise. Et en plus, plus il y a de pigments, plus la baisse en teinte sera importante par rapport à une couleur claire. Et on peut le voir, je vais vous montrer tout de suite avec les échantillons qu'on a vus tout à l'heure. Ah ben là, on a déjà un exemple. Je l'ai rehumidifié tout à l'heure dans le stage précédent. Et ça, c'est l'enduit mouillé. Et là, vous avez la finition claire. Et entre-temps, je pense que ça a même séché. Et on peut même peut-être voir encore si... Voilà, ça fonce encore un peu. Donc là, cette couleur-là sera très claire en finalité. Si on passe devant une cellule qu'on a rebouchée et qui a bien pris l'humidité. C'est pour ça qu'il faut uniformiser les fonds. Il ne faut pas faire... il faut vraiment que les préparatifs, les préparations soient bien faites. Il faut que le support soit uniforme. Uniforme, oui. Voilà la différence de couleur qu'on aura. Donc là, on aura finalement une petite couleur qui sera quand même assez claire, une fois sec. Mais on ne le verra pas aujourd'hui, hein, ça ne sera pas sec aujourd'hui. J'ai mis un petit morceau dedans, merci. Alors, là j'ai appliqué grossièrement la première couche. On voit des stries dans ce sens. Si on laisse tel quel, même la deuxième couche, on verra les stries. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on voit des stries. C'est joli, mais si maintenant il devait y avoir des irrégularités, ça serait un petit peu moins joli. Donc, ça dépend de l'effet qu'on veut
en finalité de l'aspect. Mais il faut que la première couche soit bien étudiée, bien faite, pour que le résultat soit harmonieux. Donc là, on a un type de décor, on va dire. Et après, on peut... Voilà, celui-là, il est un petit peu plus nuagé. Donc là, la couche de base, elle a été faite d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire il y a moins de stries. Je l'ai taloché, c'est-à-dire une fois que la première couche, une fois que l'enduit a un petit peu pris, a fait sa prise, j'ai pris une taloche et j'ai unifié le support à nouveau. Une taloche dure Alors, ça dépend. Alors, vous avez plusieurs types de taloches, effectivement, mais ça dépend si votre enduit est plus ou moins dur ou pas, si la prise est avancée ou pas avancée. Il faut prendre une taloche dure quand l'enduit est déjà un petit peu trop... Si vous avez fait trop chaud, voilà, il faut se dépêcher, il faut prendre une taloche appropriée en fonction de l'enduit, en fait. Donc là, je l'ai taloché, par exemple. Pour les stries bleues, j'ai les stries, c'est les marques de la spatule, en fait. Soit cette spatule-là, soit celle-ci. Alors, je vais au mauvais côté. Là, je fais des stries un peu en biais. Par exemple. Il y a des stries qui suivaient votre mouvement, puis il y en a d'autres en certaines couleurs. Ça va mieux? Bon, par exemple, on peut faire ça, on peut faire... Mais c'est pour vous dire en fait tout simplement que la première couche, même si elle sera recouverte par la deuxième couche, c'est important, on verra le petit trou là, ça on le verra. Parce que ça va être la deuxième couche, le clair, c'est le creux. Là, ça sera plus clair ici, et à l'intérieur des stries, ça sera aussi plus clair qu'au-dessus. Voilà. Alors, pour avoir un effet nuagé, je prends la taloche. C'est-à-dire que, au lieu de prendre ça et puis de faire mes petits stries, j'attends que l'enduit prenne, donc ce n'est pas encore le cas. Je prends une taloche, que je n'ai pas ici, mais une taloche, trempée dans l'eau, évidemment, et puis talocher. Et puis faire des mouvements réguliers. Donc vous pouvez faire des petits ronds, des grands ronds, enfin des 8, il faut que ça soit à peu près régulier. Voilà. Donc là, on a notre première couche qui a été appliquée. Soit on a le temps de le faire dans la journée à fresco, la deuxième couche. L'effet sera différent que si on fait la deuxième couche le lendemain, quand la première couche est sèche. Si on le fait le lendemain, le motif sera un peu plus cassant, comme ça. Si on le fait à fresco tout de suite, ça sera plus nuancé, plus nuageux. D'accord, là on pourrait faire la deuxième couche tout de suite. Là. Oui, on attend un petit peu quand même, que ça prenne, et on pourrait faire la deuxième couche maintenant. Ouais. Et normalement, ça... Pardon ? C'est ce que vous avez fait tout à l'heure, Oui, par exemple. on va faire ça parce que là, on n'y arrivera pas. Alors, je vais faire la deuxième couche là-dessus, ça sera plus... Parce que sinon, là, on ne le verra pas. Là, la couleur a bien baissé. On peut voir, là, comme tout à l'heure, l'enduit. Quand je l'ai appliqué, voilà. Voilà ce que ça donne. Au début, il était comme ça, dans le seau, humide. Il avait cette couleur-là. Et une fois sec, il donne comme ça. Donc celle-là, c'est même plus que 50%. Là.
Celui-ci va baisser aussi en teinte, donc il sera très clair en finalité. Voilà. Eh ben, on le voit ici, hein. Ça c'est la couleur qu'on a fait tout à l'heure. Et la deuxième couche, bon, on avait fait ça. Voilà, voilà. On va passer à la deuxième couche, la composition de l'enduit. Donc on prend un autre seau, propre, j'en ai un là. Propre dans le sens où il n'y a pas trop de grains dedans. On va dire que mon seau est propre, ça ira. Rebelote, un petit peu d'eau. Comme ça. Un peu de savon noir. Il en faut très peu, hein. Là proportionnellement il y en a trop, hein, mais il en faut très peu. Et ensuite, on laisse tomber la poudre de marbre 650, la 630 disons, et on prend que la 350. Et là, ça va être 50% de poudre de marbre par rapport à la chaux, 50% de chaux. Donc un volume de poudre de marbre pour un volume de chaux. Tout à l'heure, on avait un tiers de chaux pour 2 volumes de poudre. Et les 2 volumes de poudre, c'était un volume de 630 et un volume de 350. Plus la granulométrie est fine, plus il faut en proportion de chaux. Parce que plus il y a des petits grains, plus il faut de chaux pour lier tout ça. Plus les grains sont gros, moins il y a besoin de chaux. C'est ça la logique. Alors on a notre chaux et notre poudre de marbre. Pour cette couche de finition, il n'y a plus besoin maintenant de rajouter du fixateur, ça on peut laisser tomber. La caséine aussi on laisse tomber. Par contre, on peut rajouter un petit peu de cire saponifiée si on veut un lustrant, une finition bien brillante. Comme pour dans une salle de bain, je ne sais plus, vous vouliez faire une salle de bain? Oui. Donc là, il faut rajouter un tout petit peu, 1% maximum, pas trop. Faut pas trop. Des fois, j'ai envie de me simplifier la vie, d'en mettre un petit peu plus, mais ça fait décoller la deuxième couche de la première. Donc, il ne faut pas en mettre plus que 1%. Un peu de cire saponifiée. Et on peut rajouter aussi du talc. Talc, j'en rajoute 10% grand maximum. Voilà. Ça, 10%. Ça rajoute un petit peu de... Ça fluidifie un petit peu, ça... plus onctueux, le glissant est après plus facile, c'est plus facile, c'est un peu comme la cire, ça permettra de ferrer plus facilement et d'avoir un brillant plus facile. Excusez-moi, j'ai raté le début. Et tout ce qu'on a mis tout à l'heure, donc acétate de vinyle, caséine, colle de tapisserie, ça on le rajoute pas? Alors, oui, non, pas besoin. Colle de tapisserie, là, enfin, oui, on peut en mettre un petit peu, ça dépend du temps qu'il fait, on peut en rajouter un petit peu. Mais sinon, le fixateur, il n'y a plus besoin. D'accord. Et les mélanges comme ça se conserve aussi? Oui, oui, oui. Là, il faut, de la même manière, hein. On met un peu d'eau dans un récipient fermé et puis ça se conserve. Les 2 enduits, hein. En fait, qu'est-ce qui change? C'est la proportion de chaux, quelque part, par rapport à la poudre de marbre. Et puis les 2-3 petits adjuvants qu'on a mis, il n'y a rien de fondamental qui change. Pour le blanc, la poudre de marbre, ça suffit. Si vous voulez du blanc, vous voulez du blanc. C'est dommage parce que, Dur de temps en temps comme ça. ouais, parce que c'est très beau les enduits quand ils sont colorés à la chaux. Le blanc, j'ai des clients qui m'ont demandé du blanc. On a fait du blanc et ils sont quand même déçus. Il n'y a pas de... Ils vibrent moins, ils parlent moins, ils ont moins d'histoires à raconter. Et le blanc est quand même... La poudre de marbre, la couleur de base est déjà froide. Donc ça restera un blanc froid, gris. Ce ne sera pas blanc, ce sera un peu gris-froid, hein, gris froid. Donc mettre quand même une petite touche, quand même, si vous voulez, une petite touche de chaud, enfin de chaud, de couleur chaude, pas de chaud, de couleur chaude. Une petite touche, une petite nuance. Mais franchement, c'est dommage, hein. J'ai des clients qui veulent aussi tout en blanc. Quand je leur ai montré les couleurs, enfin, après on peut prendre des couleurs flashy, mais c'est pas trop le... Pas forcément blanc ou... Ou alors,
Oui, très clair, ok. Oui, dans ce cas, oui. Ce que vous pouvez faire, c'est quand même mettre une première couche assez foncée, la deuxième couche beaucoup plus claire, et ça peut faire une belle profondeur quand même. L'intérêt dans ces enduits, c'est d'avoir une profondeur. Et d'en avoir quand même une petite variante. C'est ce que je fais d'une manière générale. Le deuxième enduit, la deuxième couche, je la fais plus claire. On peut faire l'inverse, mais voilà, j'aime bien la première couche un peu plus foncée et puis la deuxième couche un peu plus claire. On voit en transparence la première couche. Voilà. Alors, on va continuer. Oups là, où est-ce que j'en suis? Donc, je vous ai dit, hein, on rajoute un petit peu de talc, on rajoute un petit peu de cire saponifiée. Voilà. Et les pigments. Donc, on va prendre un peu la même couleur, on va la faire un peu plus claire. Voilà, le mélangeur qui ne veut plus travailler, lui, par contre. Je crois qu'il a rendu l'âme. Non, pas encore. Ça, il ne veut plus. On va continuer à la main. Celle d'Alain aussi pour fixer. Oui, c'est vrai qu'on peut utiliser effectivement le sel d'Alain. On peut aussi utiliser la colle de peau de lapin, mais là, c'est un petit peu plus pour des peintures. Voilà. Là, on va le faire avec la caséine. Là, maintenant, la pâte est un petit peu plus, voilà, plus onctueuse. Et d'une manière générale, la deuxième passe, donc ce deuxième enduit, est un petit peu plus... Il faut qu'il soit un tout petit peu plus liquide que la première. Voilà. À mon avis, c'est un peu trop tôt pour l'appliquer, mais on va le faire quand même, sinon on va y passer la nuit. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs types de spatules. Alors vous, monsieur, vous avez un peu l'habitude, on dirait, de travailler avec ces outils. Celle-ci, je peux vous la passer, elle est un peu plus rigide. Je vais juste la nettoyer. Là, j'ai deux spatules différentes. Celle-ci, elle est plus rigide que celle-ci. Et donc, ça veut dire que les effets... Je vais vous les laisser passer. Alors, les deux, c'est bien, ça dépend des effets qu'on veut, hein. Et ça dépend si l'enduit a plus ou moins pris ou pas. Là, comme vu le temps et vu la surface, l'enduit sienne qu'on a fait, il n'a pas encore trop bien pris. Je vais prendre la spatule un peu plus souple que celle-ci qui risque de trop m'arracher le support. Mais si j'attends le lendemain et que je veux faire la deuxième couche le lendemain, je vais utiliser alors dans ce cas la plus rigide. Mais si en même temps, le lendemain, j'ai quand même envie de quelque chose d'un peu plus doux, je vais utiliser, ça me fera encore des effets différents. Pareil pour ces spatules-là, enfin pour ces outils-là, vous avez des rigides, des semi-rigides et des souples. C'est-à-dire, en fait, on peut faire plein de choses. Il n'y a pas de vérité, hein. Après, au début, moi, je travaillais, c'est tardivement que j'ai compris qu'il y avait des plus souples. Et je me débrouillais très bien, et puis ça allait... Enfin bon, il n'y a pas de souci, hein. Après... Voilà. Mais après, il ne faut pas avoir non plus quelque chose en tête de bien précis, hein. Voilà. Voilà. Et puis non, c'est pas compliqué. Les résultats sont toujours bien. Avoir un truc précis, ça va être non, c'est pas possible. Là, il faut pas. Là, vous perdez votre temps en étant ici, là. Donc, bon, alors, je vais utiliser celle-ci, la plus souple, hein, parce que. Mais ça va quand même pas marcher parce que je vous montre, hein, mais ça va pas marcher parce que l'enduit n'a pas assez pris. Mais on va quand même le faire. Mais je vais vous montrer avec l'enduit de tout à l'heure. Vous savez qu'il y a un sens, hein, dans la spatule. Vous le voyez, toutes spatules, elles courbent un peu. Elle courbe un petit peu. Non, elle fait un peu ça. Ah, d'accord, oui. Dans ce sens-là. Non, alors, faut le
Voilà. Et donc la partie, elle est comme ça. Donc cette partie, ce côté-là, viendra sur le support. Sinon, ça va me faire, ça va griffer les angles. Ah, ça va pas aller, hein. Bon, tant pis, hein, ça arrache tout. L'enduit n'a pas, la première couche n'a pas assez prise, hein. Je le fais quand même, mais parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais la première couche, il faudrait attendre qu'elle prenne un peu plus. Là, j'y vais tout doucement. Bon, par exemple. Après, il faut... Si vous voulez, je vais faire la... vous montrer sur l'exemple ici. On va remettre ça ici. Alors là, maintenant qu'il a un petit peu pris, je peux prendre au choix cette spatule ou l'autre. Les effets seront peut-être un petit peu différents. Tout à l'heure, j'ai fait des stries comme ça. Parce que ça, on le verra. C'est-à-dire que ça va réapparaître avec la deuxième couche. Il y aura un peu plus d'enduit dans la fente. Donc, ça nous donnera ce que j'ai ici. Je peux vous montrer, je ne les ai pas en échantillon. Mais ça fera une espèce de faux marbre. L'enduit qui est plus clair. L'enduit qui est plus clair. Non, voilà, il va être ici. Voilà. L'enduit qui est plus clair au-dessus va combler la fissure et va réapparaître. Donc là, ça a une... J'ai pris la spatule pour faire ça, mais sinon, c'est le même principe ici. C'est le même principe. Ça veut dire que c'est tout lisse, c'est juste que ça se voit de cette manière-là. Oui, et ça sera malgré tout lisse. Un peu pour vous expliquer que le relief de la première couche va se voir en finalité, même s'il y a une deuxième couche. Alors j'utilise 2 paires de gants. Des gants en caoutchouc comme ça quand je fais mes mélanges, et ensuite pour voilà, et ensuite pour travailler les murs, j'utilise des gants en cuir. Et là, on va donc voir avec... Ça, c'est la deuxième couche de cette couleur, de la première couleur. Qu'est-ce que ça donne si jamais vous utilisez des pigments différents pour la première, deuxième couche? Ah oui? Des fois, je fais des murs avec 9 couleurs, 10 couleurs. La dernière fois, c'était 9 couleurs différentes. Donc là, dans ce cas, j'ai 9 seaux. Ou alors 4 seaux plus un blanc et hop, je mélange pour faire des dégradés. J'aime bien des fois avoir les en bas un peu plus foncé, comme c'est joli quand c'est un peu foncé. Et après dégradé dans le plus clair. Mais alors on peut prendre une couleur dégradée, mais on peut prendre aussi faire des mélanges. Donc avoir, après, pour que ça soit harmonieux, trouver des couleurs soit complémentaires, soit bref, mais on peut... Oh mon Dieu, là c'est de la création, après c'est un peu artistique, oui. Et ça c'est très joli. C'est très joli. Là, on fait un petit peu... on fait le simple, mais on peut vraiment faire des créations et partir dans... Là, dans un institut de relaxation, j'ai fait un mur où on avait l'impression d'être dans des fonds sous-marins. Alors, il y avait des nuances de bleu et de vert en bas, plus foncé, puis plus on montait, plus c'était clair parce qu'il y avait la lumière, voilà. Et donc là, il faut partir dans des couleurs, dans des dégradés, et puis c'est super. Et donc, la première couche et la deuxième couche en fonction, et puis là, ça donne des... Oh, c'est magnifique, là. Mais il faut
un peu préparer, prendre son temps. Et puis si le mur il fait 10 mètres sur 5, il faut un peu gérer ça. Ou alors il est plus petit, il faut... Voilà. Donc... Ah oui, normalement il faut miller. En plus là, j'ai pas mis assez de fixateur, donc il part un peu. Mais effectivement, il faut mouiller. Parce qu'il a trop séché. Mais là, le problème, c'est qu'il faut attendre encore un peu. C'est un peu le problème. Moi, je pensais ne pas avoir besoin de mouiller, mais il faut quand même mouiller. Il faut quand même encore attendre un petit peu. Ça va bien aussi, mais on va attendre un petit peu. Donc ça sèche quand on va faire une reprise sur un endroit comme ça. À une reprise quand? Bah, quand, je sais pas, un an après, parce que vous avez des enfants qui viennent faire de la sculpture sur le mur. Reprise, c'est difficile. Même si vous gardez, Oui, je sais, oui. même si on les garde, ça se verra toujours. Même si, par exemple, là, j'attends 10 minutes. Je veux reprendre un petit peu, ça se verra. Ce que j'ai fait chez moi dans certaines pièces, c'était pas ferré, c'était juste lissé comme ça, donc ça donne un truc un peu mat comme ça. Oui, Donc c'est assez fragile. un peu plus fragile. Ouais. S'ils sont stuqués, là, ils sont vraiment très costauds. Et je le fais des fois dans des couloirs cage d'escalier un peu raides, avec des valises qui passent et tout. Au bout de 10 ans, ça tient, c'est sûr. Enfin, il n'y a pas de souci. Si effectivement ils ne sont pas ferrés, là, c'est un petit peu moins solide et c'est plus fragile. Et effectivement, là, il faut refaire. Hein. Et sinon, autre question, le jour qu'on veut refaire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si le support, il est pas trop ferré, c'est-à-dire pas trop brillant, vous pouvez... Plus il est brillant, plus il faudra peut-être poncer. Donc, retrouver une granulométrie, poncer. Et si vous poncez trop fin, il ne faudra pas refaire la première couche trop épaisse, mais il faudra peut-être mettre une poudre de marbre, farine de marbre ou une poudre de marbre plus fine. Mais là, ça veut dire que la première couche va quand même réapparaître. Ou alors si vous voulez vraiment tout refaire, parce que vous voulez changer du bleu au rouge, dans ce cas, il faut remettre la couche d'accroche et puis refaire. Recommencer. Si maintenant, vous voulez une nuance différente, peut-être simplement poncer et puis apporter un petit lait. C'est ce que je fais des fois quand les clients me disent « Ah non, votre bleu, il est trop, un chouille trop, machin. » Ah bon, ok, un chouille trop, alors je rapporte une petite... un petit lait de chaux, une petite farine de marbre, là, un petit... Vous arrivez à referrer par au-dessus? Oui. Donc là, il faut quand même le gratter un peu. Il faut quand même le gratter, quand même. Quand vous dites un enduit stuqué, du coup, ça implique quoi? Ça implique une mise en œuvre différente? Oui. Ou c'est juste de la poudre plus fine Oui, alors stuqué, ça veut dire que vous l'avez ferré pour le rendre brillant, plus ou moins. Et ferré, ça veut dire, on n'y est pas encore, mais ça veut dire passer la spatule, celle-ci ou celle-ci, 50 fois au même endroit, avec un petit peu d'huile de coude et un petit peu de force, pour tasser, donc ferrer l'enduit, et qu'il soit de plus en plus lisse, comme un miroir, comme une plaque de verre, et c'est ça le ferrage. Voilà. Ça, c'est imperméable alors? C'est pratiquement imperméable? Alors, c'est-à-dire que le support respire toujours, mais effectivement, c'est lessivable beaucoup plus facilement. Et puis l'entretien, il est plus dur. Donc déjà, les enfants et tout ça, les marques, les coups, ça sera beaucoup moins fragile. Et en plus,
lessivable. Oui, voilà. Maintenant, c'est brillant, c'est peut être joli. Hein. Enfin, ce que je veux dire, il y en a qui... Mais... Et donc, quasiment, la plupart des échantillons que vous nous avez montrés sont stuqués alors? Oui, il y a les deux. Il y a plus ou moins stuqué. Je ne sais pas si vous avez vu. Oups, hop, ça tombe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une partie plus brillante et une partie un peu plus mate. Bon, j'ai aussi fait des variantes de couleurs. Celui-là, oui, ouais, peut-être que celui-là, il est mieux. Ouais, on va voir. Oui, celui-là, il est mieux. Là, il y a des craquelures et je crois que j'ai mis trop de chaud. Mais maintenant, ça reste résistant. J'ai des fois des exemples dans mes premières réalisations. Je pensais que c'était loupé, mais en fait, ça a donné un effet très sympathique. Et là, maintenant, avec l'expérience que j'ai, moi, je rajouterais bien une petite couche de laitances pour combler un petit peu ces fissures. Ça serait très joli, comme un petit... Et donc, à la mise en œuvre, entre ça et ça, c'est la même peinture, c'est juste que là, vous l'avez plus... Oui, oui. Plus ferré. Parce qu'il y en a aussi qui parlent de cire ou un mois après, une cire... Ciré. Alors on peut le cirer pour le rendre brillant. On prend de la cire saponifiée ou idéalement, oui, la cire saponifiée, ce serait le mieux. Mais c'est comme si... Ouais. Alors pour la cire, après le savon, c'est... Mais pour la cire, ça donne quelque chose de brillant partout, c'est-à-dire un peu plus... Là, il y a des variantes quand on le fait soi-même. Il y a des variantes. Si vous mettez de la cire, c'est très bien, mais tout sera brillant, il n'y aura pas les variantes. Et donc là, par exemple, pour un de mes premiers enduits, c'est la même chose, mais il est très terreux. Et il y a des fissures, mais ça donne un... Ça va très bien, parce que c'est très beau quand même. L'effet... Pardon ? Ça fait très naturel. Ça fait, ça fait un peu terre, un enduit de terre. Donc on peut, avec la même composition, selon la technique, on peut avoir des effets complètement différents. Là c'était une cage d'escalier, je ne l'ai pas trop ferrée, mais pour une cuisine au-dessus du plan de travail ou une salle de bain au-dessus du lavabo, il vaut mieux le ferrer un petit peu. Une cage d'escalier pour que ça soit un peu costaud peut-être quand même. Et donc là, il est quand même ferré un peu. Un tout petit peu. Plus vous allez, vous pouvez de l'avoir du mat à très brillant, en fonction du temps que vous avez envie de passer et puis de l'énergie que vous avez et de l'aide des copains qui viennent ou pas vous aider, quoi. Parce que c'est ça. Si on le veut vraiment très brillant, il faudra passer beaucoup de temps. Ouais. Mais c'est lessivable comme ça ou... Lessivable. Vous pouvez un peu le nettoyer à l'eau, effectivement. Alors, évidemment, vous allez prendre l'éponge avec un petit peu d'eau. Ça va refoncer, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ça refonce et après, ça s'éclaircit. C'est bon, ça passe. Mais le gras, vous aurez du mal à l'enlever. Hein. S'il y a des taches de gras, par exemple, dans un restaurant, j'ai mis c'était pas un vernis, mais c'était un produit semblable pour étanchéifier un peu près des tables, parce que là, sinon, les taches de gras ne partent pas, on peut pas... Alors, on va attaquer la deuxième couche. Là, je pense que c'est bon. Il faut la travailler un petit peu, la matière. Là, c'est quand on fait un grand mur, il faut revenir un tout petit peu dessus. Faut pas abandonner, c'est pas juste et après c'est fini. Il faut revenir quand même régulièrement dessus. Il faut la travailler. Là, on n'a pas trop le temps et puis il n'y a pas de surface, etc. Mais il faut la travailler. Si jamais on veut une surface relativement unie quand même, ça veut dire que si on va le retravailler d'un coin, il faut retravailler tout. Oui. 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 Voilà, c'est passionnant. Hein. C'est passionnant.
c'est à la fois compliqué mais en même temps facile parce que le résultat sera quand même toujours très beau. Hein. Voilà, ça restera toujours très beau. Donc là, on attend que ça prenne. Ça, c'est la théorie parce qu'on ne va pas pouvoir le voir maintenant. Et ensuite, on passe, on travaille. Plus on le travaille, plus ça fera de brillance, plus il sera dur, plus il sera... Et la couleur va aussi foncer un petit peu parce que la concentration de pigments, il y aura plus de concentration de pigments et elle va un petit peu foncer. Si on veut avoir des enduits très foncés, dans ce cas, il vaut mieux les stuquer d'une manière importante. Si on les veut mat et très foncés, ça sera un peu plus... Voilà. Et le ferrage, pour la brillance, il y a à un moment donné un stade. Vous allez le voir quand vous le travaillez. À un moment donné, vous allez voir vite que ça devient de plus en plus brillant. Et c'est à ce stade-là qu'il faut ne pas abandonner. Enfin voilà, il faut encore travailler.